Allô, allô, ici Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en fait de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 29. Et oui, déjà 29. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marianne Hogan. Salut Marianne. Allô, allô, ça va? Ça va et toi? Oui, merci. Merci d'être là. Écoute, ça va être une conversation super intéressante. J'avais hâte de te recevoir. Ça fait un bout qu'on s'était parlé. Là, j'ai trouvé le moment où squeezer ça dans l'horaire. Puis, t'es vraiment le fun à suivre sur les médias sociaux. Tu pars à l'aventure, tu fais de la course, du skimo. Mais tu as aussi un background qui est vraiment impressionnant. Je savais que tu avais gagné des grandes courses et tout ça. Mais là, quand j'ai comme plongé là-dedans, j'ai fait oh shit, OK. Des grosses saisons de course et tout ça. Fait qu'on aura l'occasion de jaser de tout ça. Je pense que ça va être super intéressant. Fait que merci d'être là. Ben, merci beaucoup de me recevoir. J'ai hâte de jaser de tout ça. Yes, première chose, la question ultime. Qu'est-ce que tu bois ce soir? Yes, très bonne question. Alors, ce soir, je bois une Stimée All Dress. Oh yeah! C'est une double IPA de Sir John, la brasserie Sir John. Vraiment très bonne, franchement. Cool! Et Ben, toi? cheers! Cheers! Moi, de mon côté, j'ai une juice box de la microbrasserie 4 Origines de Montréal. Gracieuseté, encore une fois cette semaine, de mes amis de la boutique Cheers. Donc, je te dis à toi, Marianne, cheers! Santé! Fait que commençons par le commencement. Je le disais en ouverture, tu as quand même un parcours impressionnant de coureuse, d'athlète. Revenons à la base. Parle-moi un peu de ce qui t'a mené à la course en sentier, ce qui t'a mené à faire des ultras, ce qui t'a mené jusqu'à Boulder, au Colorado. Ceux qui ne connaissent pas Boulder, je pense que c'est comme la mecque du trail running aux États-Unis. Tu as Flagstaff puis tu as Boulder, j'ai l'impression. Fait que tu as vécu là pendant un bout. Fait que je pense que ça va être intéressant de parler de ça. Fait que commençons à la base. Je te laisse aller. Oui, définitivement. Ben écoute, moi, j'ai commencé dans le temps, là, quand j'avais peut-être 7-8 ans, j'ai commencé dans la natation. Et le premier sport que j'ai fait vraiment plus sérieusement, là, c'était la natation. J'ai fait de la natation peut-être pendant 4 ou 5 ans, de façon quand même assez sérieuse. Évidemment, j'étais assez jeune, là. Mais tu sais, j'étais correcte. J'ai toujours été une nageuse correcte. Tu sais, je me jumelais bien dans l'équipe et tout. Mais à l'école, on a commencé à faire tout ce qui est cross-country, athlétisme, puis évidemment, dans la natation aussi, on faisait plus des entraînements hors terre qu'on appelait, ce que je trouve toujours drôle à dire pour des gens qui ne sont pas des nageurs. Puis je me suis trouvée à vraiment, vraiment aimer la course à pied, en fait. Dès un jeune âge, là, j'ai commencé à aimer le test bip à l'école, le cross-country, l'athlétisme. J'ai commencé à vraiment faire ça. J'ai participé aux provinciaux, là, toutes mes années scolaires. En fait, j'ai fait des provinciaux, athlétisme, cross-country. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis ça m'a mené, dans le fond, à changer de sport un peu puis transitionner vers le triathlon. C'est quand j'ai commencé à avoir 13-14 ans, là, j'ai commencé à faire le triathlon de façon plus sérieuse. Je me suis rendue, en fait, sur l'équipe nationale. J'ai fait 3 championnats du monde, dans le fond, en triathlon. Puis c'était vraiment un sport que j'aimais beaucoup. Mais en fait, le rêve pour moi, ça a toujours été, je ne sais pas vraiment de où c'est venu, mais le rêve pour moi, ça a toujours été d'aller étudier dans une université américaine. L'université américaine en athlétisme, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'université américaine division 1 de la NCAA en triathlon. Fait que quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai commencé à juste écrire à des coachs. J'ai fait une recherche là, à NCAA division 1, j'ai écrit à des coachs, j'ai envoyé mes temps de 5 kilos. Puis j'ai décidé que si je voulais partir à l'aventure comme ça, je voulais vraiment aller quelque part là, qui était comme complètement à l'opposé du Québec, si on veut.
Donc, j'ai appliqué seulement qu'en Floride, en Californie, puis à Hawaï. C'est vraiment les 3 places que j'ai Quand visitées. même. Ouais, je me suis dit, si je pars du Québec, là, j'aimerais ça aller quelque part au chaud. Puis le système américain est quand même très bon. Là, une fois que tu es comme dans le système, tu te fais inviter à des voyages de recrutement. Fait que j'ai fait plusieurs voyages de recrutement comme ça. Je suis allée visiter plusieurs écoles en Californie. J'avais une offre à Hawaï. Puis finalement, mon choix s'est établi sur San Diego. San Diego, qui est vraiment, vraiment une belle ville, en fait. J'ai adoré mon temps là-bas. J'ai eu la chance, en fait, de vivre là pendant 5 ans. J'ai eu quelques blessures qui ont fait en sorte que j'ai pu rester là 5 ans là, dans l'équipe. J'ai fait 5 ans vraiment à courir le 5 kg et le 10 km, mais principalement, honnêtement, le 10 km, là, c'est ce que je faisais. C'était un peu ma discipline. Puis, quand j'en suis venue à la fin de mon parcours universitaire, c'est sûr que j'étais un peu tannée. J'adorais la course, j'ai toujours aimé courir, mais j'étais vraiment tannée de tout ce qui était pace. J'étais vraiment tannée de faire des entraînements où est-ce que je focusais sur, c'était quoi mon pace par 400 mètres, 200 mètres. C'était vraiment, je voulais vraiment m'évader de tout ça. Puis j'ai eu la chance, en fait, d'aller m'installer au Colorado. Ce que j'ai fait, en fait. Puis j'ai déménagé dès que j'ai gradué avec de ma maîtrise. Puis je suis allée m'installer au Colorado, où c'est super facile. Je suis allée à Boulder, comme tu mentionnais plus tôt. C'est super facile, en fait, de joindre là, à des groupes de coureurs en sentier. Là. Puis très rapidement, je me suis imprégnée là, de la communauté. J'ai commencé la course en sentier à Boulder. Je sais pas, je ne me rappelle plus exactement comment est-ce que je suis rentrée là-dedans, mais je suis rentrée un peu dans le monde du championnat de course en montagne. Donc, tout ce qui est comme les championnats du monde de course en montagne, j'ai participé à plusieurs de ces championnats-là. Mais ce que j'apprécie le plus, puis ce que j'ai vraiment découvert à Boulder, c'est tout ce qui est ultra. J'aime le concept vraiment aventure. Puis justement, le concept que, tu sais, il n'y a pas de pace. Tu sais, j'ai plus jamais eu à mettre une montre. Puis, en fait, tout le long de ce temps-là, moi, je mettais pas de montre. Puis, tu sais, je partais, puis je courais. Puis, le but pour moi, c'est d'avoir du plaisir, tu sais, en aventure, juste courir toute la journée. Puis, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans ce monde-là. Mais éventuellement, j'ai décidé que mon parcours américain devait venir à une fin. Je me suis dit, si je ne revenais pas au Québec, j'allais rester aux États-Unis pour le reste de ma vie, probablement. Fait que j'ai fait le grand saut, en fait, en 2017, là, après que en fait, c'est là que je me suis joint à l'équipe de Salomon Running, puis je suis allée faire la Transalpine avec Mathieu. À la fin de tout ça, en fait, j'ai redéménagé au Québec, puis je suis ici depuis ce temps-là. J'ai eu plusieurs blessures depuis ce moment-là, mais c'est un peu où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, puis qu'est-ce qui fait en sorte que je suis encore dans le monde de la course en sentier. La seule chose que j'ai rajoutée aussi, c'est que depuis que je suis ici, j'ai commencé aussi à être guide pour une triathlète aveugle qui est quand même très intéressant. Je suis retournée un peu dans le monde de triathlon. C'est ce que je fais. Puis, on s'était en fait qualifié pour les Jeux paralympiques qui étaient supposés être à Tokyo, puis là, qui sont supposés être à Tokyo encore au mois d'août, mais on ne sait pas trop là, de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Fait que tu es comme revenu à tes premiers amours de l'athlétisme et de sport, de retourner dans le monde du triathlète. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà en tête de recommencer à faire du triathlon ou c'est comme y a-t-il une opportunité justement parce qu'on s'entend que de guider une athlète paralympique aveugle, il y a comme un meaning de plus que de simplement le faire pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui a mené à cette décision-là? C'est plusieurs choses. En fait, c'est ça. C'est ce qui est arrivé, c'est que l'année 2017, pour moi, en termes de course, a vraiment été assez extraordinaire. J'ai vraiment vécu une belle année de course ma dernière année au Colorado, dans le fond, avec la Transalpine, tout s'est bien passé. Puis quand je suis revenue, en fait, je suis revenue, j'avais pas de travail, je courais énormément. C'est sûr que je suis quelqu'un qui est quand même assez intense. Puis tant que j'ai du temps, je vais courir puis je vais bouger. Mais c'est sûr que je pense que la formule n'a pas été idéale pour moi à ce moment-là. J'ai eu une fracture de stress assez rapidement là, à mon retour au Québec. Puis l'été suivant, en fait, je me suis cassé la jambe. Donc à l'été 2018, j'ai eu une fracture, une double fracture spirale, en fait, du tibia péroné. En courant, là, vraiment, je me suis tourné la cheville, puis mon pied est parti, puis facilement, comme ça, je me suis cassé la jambe. Une blessure qui m'a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps à me remettre, en fait. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment rapide. Là. Je m'attendais à ce qu'en 6 semaines, je prenne de retour sur mes pattes. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis au même moment, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, dans mon temps, quand je faisais du triathlon, j'étais dans l'équipe junior. Puis une des filles qui était sur l'équipe senior
est maintenant l'entraîneur-chef de l'équipe paralympique canadienne. Puis il y avait besoin d'une nouvelle guide. Puis c'est assez spécifique là, ce que tu as besoin pour être guide de paratriathlon. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui a de l'expérience en triathlon, tu as besoin de quelqu'un qui ne course pas en triathlon pour elle-même, donc j'ai pas le droit de courser pour moi-même, mais tu as besoin de quelqu'un qui est en forme parce que, évidemment, il faut que tu pousses sur le vélo, puis il faut que tu suives dans les deux autres sports. Donc, c'est un mix qui est assez particulier. Puis en fait, c'est ça, mon ami m'a un peu lancé mon nom comme ça, puis moi, je trouvais que c'est une belle opportunité pour moi aussi de juste me remettre à quelque chose, c'est pouvoir focuser là-dessus. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais encore 15 vis dans la jambe, puis j'étais pas capable de courir du tout au niveau que j'étais capable de courir avant. Fait que je me suis lancée là-dedans, puis c'est sûr que c'est une aventure qui est très particulière, là. Ça a travaillé beaucoup, autre chose que juste le fitness, si on veut, là. C'est sûr que c'est une toute nouvelle dimension, là, puis je pense qu'un aspect qui est à ne pas négliger, c'est surtout la communication, là. C'est sûr qu'en tant que guide paratriathlète, c'est sûr que ça a vraiment beaucoup travaillé ma communication, mais aussi, ça m'a ouvert à un monde là, complètement différent de ce que moi, j'avais vécu. Puis parle-moi un peu des trois sports. Comment tu guides à travers ces trois sports-là? Le vélo, je pense que j'ai vu que c'était sur un vélo tandem. Ouais. Puis pour les deux autres sports, comment ça fonctionne? Oui, très bonne question. Fait que dans le fond, pour ce qui est de la natation, on est attaché au niveau de la cuisse. Donc, il y a une corde qui est attachée. En fait, il y a un anneau qui est sur ma cuisse et sur sa cuisse. La corde est assez élastique, puis on a le droit d'être à 1 mètre ou 1,5, je ne me rappelle jamais, en avant ou à côté d'elle. Mais évidemment, quand on nage, on ne se parle pas. Elle me suit. J'ai le droit d'être un tout petit peu devant, mais pas trop. Dès qu'on dépasse ce segment-là, c'est là qu'on peut être disqualifié. Après ça, en vélo, c'est sûr que je suis sur le tandem, sur le demande du tandem, comme un tandem normal. Puis à la course à pied, en fait, on tient une corde. Moi, il y a un anneau sur mon pouce, puis un anneau sur son pouce. Puis la corde, elle est vraiment pas très longue, là. J'ai peut-être 30 cm. Puis on court ensemble, puis j'ai jamais le droit d'être devant elle. Je dois toujours être à côté. À moins qu'on arrive à un virage, là, j'ai le droit d'aller. Elle a le droit de mettre sa main sur ma main, puis j'ai le droit de la guider à travers le virage. Donc, c'est ça. OK, c'est quand même très, très réglementé, mais ça permet en même temps de s'assurer justement une espèce d'équité entre les athlètes, d'avoir des règles aussi claires. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est délicat parce que, donc, elle, en fait, mon athlète, elle est aveugle à 100%. Mais elle compétitionne contre des gens qui ne sont pas aveugles à 100%. Donc, ça rend la chose quand même assez particulière. Évidemment, nous, on part avec un certain nombre d'avance, mais c'est quand même, toutes les règles comme ça doit être suivi pour s'assurer quand même une certaine égalité. Ah oui, c'est ça. Équité, c'est ça. C'est intéressant. Puis en termes d'heures d'entraînement présentement, je ne sais pas si avec le COVID ça diminue, mais un entraînement normal, toi, est-ce que tu es présente avec elle à chacun des entraînements? C'est quasiment une job temps plein? Non, c'est ça qui est particulier en fait. Donc, mon athlète, le président national qui est en Colombie-Britannique, à Victoria. Okay. Donc, c'est Jessica, puis on ne s'entraîne pas ensemble, évidemment. Donc, l'année 2000, là, je me mélange toujours avec les années avec la COVID. Mais pas l'année qui vient de passer, mais l'autre d'avant. Dans 2019, on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, on a fait beaucoup de camps d'entraînement, de courses ensemble. Donc, ça nous a permis de vraiment s'habituer l'un à l'autre. Mais là, évidemment, depuis la COVID, on est chacun de notre côté. Puis, elle ne pouvait pas. C'est assez particulier. C'est drôle parce qu'on pas drôle, mais c'est ironique parce qu'on n'y pense pas vraiment. Mais c'est dur pour quelqu'un d'aveugle d'être à moins de 2 mètres de quelqu'un. Mais les règlements restent les mêmes pour elle aussi. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Oui, c'est ça. Je suppose que c'est le même pour n'importe quel athlète aussi qui se préparait. Puis il y a de quoi qui est difficile. N'importe quel sport a dû s'adapter, mais ça reste que les sports olympiques, les sports paralympiques, c'est une fois aux 4 ans. Puis on a vu quand les Jeux olympiques ont été annulés, puis quand là, on a un flou à savoir si 2021 ça va avoir lieu, l'impact que ça a pour ces gens-là quand on sait que, quand on se compare à des courses de trail, les jeunes marathons et tout ça, il y en a plusieurs chaque année dans lesquels on peut se compétitionner, peu importe le niveau. Là, c'est quelque chose qui se passe. Oui, il y a des championnats du monde et tout, mais ça reste que les Jeux olympiques, c'est le Saint Graal. Puis là, c'est une fois aux 4 ans, puis c'est un cycle de 4 ans. Donc, un athlète ne peut pas faire 5-6 Jeux olympiques consécutifs. Fait que c'est difficile. Est-ce que tu as un suivi? Est-ce que l'équipe canadienne vous met à jour quotidiennement ou hebdomadairement sur c'est quoi l'état des Jeux olympiques de 2021? Oui, il y a un suivi assez fréquent. C'est vrai, il n'y a pas nécessairement comme hebdomadaire ou bimensuel. En fait, là, c'est vraiment
au fur et à mesure il y a plus de nouvelles. Je pense que tout le monde s'adapte là, en ce moment. On n'a pas vraiment le choix. Là. Donc, on prend les nouvelles quand elles nous arrivent. Puis, la communication est vraiment bonne, mais il n'y a pas vraiment un rythme régulier, si on veut. Ouais, je comprends. Je vais revenir un peu parce que tu nous as fait je pense en 5 minutes, tu nous as fait 20 ans de vie en accéléré. C'est beaucoup d'informations. Ben écoute, c'est parfait, c'était concis, c'était direct, on a compris complètement ton parcours, puis c'est super intéressant, puis c'est super diversifié, puis c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, mais quand tu écoutes des balados, des documentaires sur des athlètes de trail élite aux États-Unis et tout, c'est beaucoup le background qu'ils ont de coureurs de cross-country, puis je sais qu'il y en a au Québec qui en font du cross-country en termes de sport universitaire, mais c'est pas aussi populaire qu'aux États-Unis où je pense que c'est un sport secondaire. Tu sais, nous, au secondaire, les jeunes jouent au soccer, puis au football, puis au rugby, mais le cross-country, je pense pas qu'il est aussi populaire ici. Toi, comment t'es tombé là-dedans dans le cross-country? Cet intérêt-là est venu de la course sur route à cause du triathlon qui t'a amené vers le cross-country aux États-Unis ou tu avais déjà commencé à courir ici en trail? Ouais, non, en fait, dans mon école, quand j'étais vraiment très jeune, j'ai l'impression que les activités les examens de course là, dans l'éducation physique étaient toujours très, je sais pas pourquoi, mais on faisait toujours le test de BIP, on faisait toujours le test de 2 kilomètres. Puis, c'est assez particulier, à cet âge-là, quand je sais pas, là, 10, 11 ans, les gars et les filles sont assez, sont d'un niveau assez similaire. Puis, très rapidement, puis je veux dire, je dis pas que c'est nécessairement la seule raison pourquoi j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est drôle de voir justement, comment dans un sport comme la course à pied, à 10, 11 ans, les hommes et les gars et les filles, on dit dans ce temps-là, j'imagine, sont vraiment très égales. Puis ça m'a j'ai beaucoup aimé ça, j'adorais les tests de Bible, j'adorais le 2 kilomètres, on a commencé à faire le cross-country, j'ai toujours aimé ça, j'adorais le concept qui était, c'est assez impressionnant quand tu regardes un cross-country, puis c'est un peu, ça se ressemble un peu entre elles, mais c'est pas pareil, c'est un cross-country dans le sens que tu mets tout le monde sur une ligne de départ, tu mets comme 4, aux États-Unis, des fois, là, il y avait 250 personnes, mais vraiment, c'est une ligne de départ, qui est quand même assez large, puis en dedans de comme 200 mètres, tout le monde rentre dans une toute petite trail, puis c'est vraiment particulier comme exercice, puis j'ai toujours aimé ça. Puis au Québec, on avait quand même, en tout cas dans le temps, là, on avait quand même des très bons cross-country que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'en ai fait plusieurs. Là, je pense que j'ai fait peut-être 4 provinciaux. Là. Je me rappelle à Bécomo, là, il neigeait, j'avais peut-être 10 ans, puis on était là avec, je sais pas, 100 autres filles de mon âge qui coursaient. C'était vraiment intéressant comme concept que tu mettais 100 filles là, puis ils partaient. Puis 200 mètres plus tard, tu rentrais dans la forêt. Puis 2 kilomètres plus tard, les filles sortaient. Puis c'était comme en ordre 1, 2, 3, 4. C'était vraiment, je sais pas, j'ai toujours adoré ça. Puis je suis contente, en fait, d'avoir persisté à travers toutes ces années-là pour retrouver un peu le même feeling là, en trail. Ça a toujours été un sport qui m'a beaucoup intéressée, en fait. C'est intéressant. Est-ce que, parce que tu dis que tu as fait du triathlon, championnat canadien, championnat mondial et tout ça, en cross-country aussi, sport universitaire, première division de la NCAA, c'est très compétitif. Est-ce que tu as toujours eu ce sentiment-là ou cet esprit de compétition-là très intense? Oui, quand même. Puis c'est assez particulier, quand tu pars du Québec, en fait, puis il y a des très bonnes coureuses au Québec, c'est vraiment pas ce que je veux dire par là, mais c'est sûr que quand tu déménages, quand tu passes du Québec en Californie, tu passes de peut-être une ligne de départ de 50 filles à bon calibre, tu passes à une ligne de départ qui est comme 200, 250. Tout le monde a quand même un calibre assez élevé, c'est assez impressionnant. Les États-Unis ont quand même beaucoup d'argent à mettre dans leur programme universitaire, puis ça paraît. Surtout pour les filles, je devrais dire, là, parce que c'est sûr qu'ils ont une réglementation qui doit donner autant de bourses aux femmes qu'aux hommes aux États-Unis, ce qui est vraiment bien. Puis pour les sports qui sont autres que le football, c'est sûr que les femmes peuvent en bénéficier. Fait que c'est assez particulier, là, je te dirais. Puis, ma première, deuxième année en Californie, c'est sûr que c'est assez stressant, assez intimidant, mais très rapidement, tu sais comment prendre ta place. Puis, l'esprit compétitif est toujours en toi, là, c'est certain. Puis l'important, c'est justement de ne pas te laisser intimider par le gros show, puis tout ce que ça représente, puis faire ta course. Puis, au final, tu peux être vraiment surprise de ta performance, là. Oui, puis les Américains, je pense qu'ils ont une façon de célébrer le sport puis de faire un événement autour de ça. Puis chaque les sports universitaires, c'est partout. Moi, je suis un gros fan de football depuis que j'ai joué au secondaire. Puis tu regardes le football américain, Division 1,
puis c'est des plus grosses foules que la NFL. Tu sais, le sport universitaire américain est plus populaire que le sport national professionnel. Il y a plus de monde, puis je pense que après ça, tu te mets à t'intéresser à ça, tu regardes d'autres sports, puis c'est de même dans n'importe quel sport, il y a un gros engouement. Et ça va être trippant de te dire, je pars du Québec, je m'en vais à San Diego University, puis tu vis cette espèce de... Ben, tu disais tantôt en ouverture, je ne sais pas c'était quoi la fascination que j'avais pour l'université américaine, mais on dirait qu'on a ça dans, je ne sais pas si c'est les films, dans le cinéma américain, les séries télé. Moi, quand j'étais jeune, ce que j'écoutais, il y a une fascination autour de ça, je veux dire, les sororities, je ne sais pas ce qu'on en français, les fraternités. Il y a vraiment quelque chose de fort sur le sport universitaire, puis je pense que il y a quelque chose aux États-Unis qu'on ne vit pas beaucoup au Québec, au Canada, l'espèce de sentiment de communauté universitaire qui est très, 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 très fort. Ça devait être trippant de vivre ça. Puis, y a-t-il une grosse communauté, justement, à San Diego University? Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis allée à SDSU, donc San Diego State University. Puis, c'est assez impressionnant, en fait. Comme tout ce que tu racontes, puis tous les films, c'est vraiment, c'est niaiseux à dire, mais c'est vraiment la réalité. C'est pas là, puis, c'est des facilities, là, c'est vraiment là, comme des édifices incroyables, des salles d'entraînement qui sont incroyables. C'est tout ce qui est physiothérapie. Moi, quand je suis allée là, ça m'a vraiment là, épaté. J'en revenais pas. Le niveau de service que tu as, là, je veux dire, tu as des salles complètes de bain de glace, tu as des salles complètes de physiothérapie. Je veux dire, moi, je me suis blessée plusieurs fois. J'ai toujours eu accès à une machine de Halter-G qui soutient ton poids. C'est vraiment incroyable. Puis, le support aussi que tu reçois avec l'école, c'est quand même assez impressionnant. Puis, tu sais, comme les athlètes, ils se promènent tous en linge de sport. C'est vraiment comme une communauté. C'est très étrange comme feeling. En fait, c'est vraiment comme une fraternité différente que les fraternités telles qu'on voit dans les films. Mais c'est vraiment, tous les athlètes, en fait, font juste porter, pendant 5 ans, moi, je te dirais que j'ai porté peut-être 75% du linge SDSU, de course. Puis c'était vraiment normal. J'allais en cours, puis c'est ça que je portais. Puis tout le monde... En fait, c'est comme ça que tu reconnaissais les autres athlètes sur le campus. Puis, si tu étais un athlète sur le campus, tu étais un ami de l'autre athlète. Il y avait vraiment, c'était vraiment un. Moi, j'étais persuadée que c'était l'expérience que je voulais avoir. Puis, j'étais vraiment épatée à quel point c'est exactement ce que j'ai eu. C'est ça, il n'y a pas eu l'espèce de clash. Je pensais que ça allait être de telle façon. Finalement, c'est complètement le contraire. Puis, je suis déçu. Tu as été servi, tu avais ça en tête. Puis, c'est ça que tu t'es fait servir. Ouais, c'est vraiment, là, c'est assez impressionnant. Ça a été un clash, sûrement, je veux dire, de passer de justement cette vie universitaire-là, cette espèce de communauté-là, cette discipline de sport professionnel-là. Tu sais, oui, c'est amateur universitaire, mais ça demeure, comme tu dis, que tu es traité au petit oignon comme un athlète professionnel. Puis là, de passer de ça à l'autre extrême, à Boulder, dans une communauté trail très, je le disais à d'autres émissions, je ne sais pas c'est quoi le bon terme pour dire laid back, mais tu sais, l'image qu'on a de la trail américaine part de Boulder, part de Hampton, puis de Joe Grant, puis cette communauté-là autour de Boulder, puis on part sur le sentier avec le plus léger possible, puis pas de montre, pas de chrono, comme tu disais tantôt. Est-ce que tu as senti ce clash-là, puis est-ce que tu recherchais ce clash-là après 5 ans de performance? Je te dirais que oui, je te dirais que dans un certain sens, je suis absolument ravie d'avoir fait les 5 années que j'ai faites, mais j'étais prête à passer à autre chose. J'étais vraiment prête à, comme je te dis, je veux dire, je pouvais plus, même aujourd'hui, je pourrais pas concevoir aller sur la piste puis faire 20 fois 400 mètres. Dans ma tête, je pourrais pas concevoir faire ça, ça ne m'excite pas, c'est pas ce que je veux faire. Puis à la fin de mes 5 ans, c'était vraiment ma réalité. Puis, mais ceci étant dit, je suis vraiment contente de l'avoir faite, mais j'étais prête à passer à autre chose. Puis, je pense que ce qui est cool avec la course puis le sport en général, c'est que peu importe où tu vas, tu trouves toujours comme une nouvelle communauté. Puis tu sais, comme la communauté que je vivais à San Diego, ça en était une qui était, oui, peut-être un peu plus sophistiquée, si on veut, là, en termes d'équipement, puis tu sais, comme je te dis, les physios et tout ça. Mais tu déménages à Boulder, puis en dedans de comme 2 semaines, tu as 3 groupes avec lesquels tu peux courir. Tu connais les gens, tu vas courir dans les trails, tu sais. Très rapidement, tu t'intègres dans un nouveau groupe, tu t'intègres dans une nouvelle communauté. Puis, c'est sûr que j'avais ma personnalité, tout ce qui est plus propre à moi se rapproche beaucoup plus de la communauté à Boulder que ce que je vivais en Californie, bien que c'était excitant et tout. Fait que, je veux dire, très rapidement, tu passes à autre chose, puis tu trouves un autre noyau dans le fond, là, puis le trail a été vraiment là, comme la transition idéale pour moi, là. Puis qu'est-ce qui a fait arrêter ton choix pour Boulder quand tu es parti de San Diego?
En fait, dans le temps, mon copain, il venait du Colorado. Puis, il avait toujours dit, parce que je m'intéressais toujours à la course en sentier, là, à San Diego, il y a quand même des belles trails. Puis, c'est toujours quelque chose que je faisais. Puis là, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que, tu sais, pour chaque Thanksgiving américain, Noël, l'été, tu sais, j'allais à Boulder. Puis, en fait, on allait comme juste passer le temps des fêtes, là, si on veut. Puis, j'adorais ça, là, j'adorais la ville. Moi, je suis une fan de, tu sais, j'adore les Whole Foods, j'adore le trail, tu sais, le yoga qu'il y avait là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup, j'adorais ça. Puis, quand tu es international, puis tu fais ta maîtrise dans une université américaine, tu as le droit à 1 année dans le fond de travail. Automatiquement, tu appliques, tu l'as. C'est rattaché un peu à ta maîtrise. Dans le fond, ça te donne le droit d'exercer n'importe quelle profession en lien avec ta maîtrise. Puis je m'étais dit, s'il me reste 1 année pour vivre aux États-Unis, je suis aussi bien d'aller vivre une autre expérience que la Californie que j'avais vécue depuis 5 ans. Fait que j'ai dit, OK, let's go, on va au Colorado. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Ah, c'est trippant. Puis là, c'est à ce moment-là que tu t'es mis à faire plus de trail. Puis comment l'Académie Salomon, parce que j'ai rencontré Mathieu, puis il m'a parlé un peu, puis on l'a effleuré le sujet parce qu'il l'avait raconté à d'autres micros, puis je voulais pas m'attarder, puis je voulais parler de son GR A1 où tu l'accompagnais, tu étais dans son crew en Gaspésie cet été. Mais parle-moi un peu de cette académie de trail-là avec Salomon, puis comment tu t'es ramassé là à être sur cette équipe-là, puis qu'est-ce que ça t'a amené après ça, puis les portes que ça t'a ouvert. Hein? Oui, effectivement. À Salomon, il y avait quand même, à Boulder, pardon, il y avait quand même un gros noyau Salomon. Puis moi, quand je suis arrivée à Boulder, je suis assez discrète. Là, je me suis jointe à plusieurs groupes, mais je suis assez nouvelle, la new kid on the block, si on veut. Puis je me suis juste intégrée au groupe. Puis tranquillement, pas vite, je commençais à m'améliorer beaucoup en trail, mais sans vraiment en faire une grosse affaire, là. Sans vraiment essayer de promouvoir quelques performances. Je n'étais pas sur Strava, j'étais sur absolument rien. Puis petit à petit, là, les groupes, les communautés dans lesquelles là, on faisait, moi je courais avec les Rocky Mountain Runners. Il y a des coureurs comme Claire Gallagher, Sage Kennedy, ils font toutes partie de ce groupe-là. C'est vraiment un groupe qui est super le fun, super motivant. Puis ils font beaucoup de défis. Ils font beaucoup de défis comme des défis un peu pas rapport, là, dans le sens que comme il faut que tu ailles monter les 5. Mon défi sur lequel qui m'a mené un peu à tout ça, c'est il faut que tu ailles à Boulder monter les 5 les grosses montagnes dans une semaine de 5 jours. Fait qu'il faut que ce soit vraiment, vraiment comme dans la semaine de travail, puis le plus rapidement possible. OK. Puis là, il y avait un groupe de gens qui s'est dit, hey guys, ça serait le fun si on les faisait toutes dans la même journée. Puis moi, j'ai dit, mais dans la même journée, mais en travaillant aussi de 8 à 5. OK. Fait que là, moi, j'adorais l'idée, tu sais, puis encore une fois, je rappelle que je suis assez nouvelle, tu sais, puis j'en fais pas une grosse affaire, mais moi, je fais comme, OK, oui, je suis partante, je viens avec vous. Fait que là, le lundi, on se lance, on fait les 5, on en a fait 2 le matin avant d'aller au travail, on en a fait 1 sur l'heure du dîner, puis, attends un peu. Non, oui, en tout cas, je me rappelle plus, on a fait peut-être 2 le matin, 2 le midi, puis 1 le soir, quelque chose comme ça. Puis, on n'y allait pas nécessairement pour le temps, mais quand même, on roulait à des bons paces. Ça, c'est des assez bons coureurs. Puis là, le lundi, c'est passé. Puis, dans le fond, le reste de la semaine, le reste des gens voulaient, eux autres, ils faisaient leur propre défi des 5 semaines. Donc, moi, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais le recommencer. Je vais le faire moi aussi. Maintenant, je vais me donner 4 jours pour faire les 5 semaines le plus rapidement possible. Puis, à ma grande surprise, là, puis un peu à la grande surprise de tout le monde, là, c'est vraiment, ça a super bien été. Je suis allée chercher les course records sur quasiment toutes les semaines. Ouais. Je m'étais jamais mis sur Strava. Je savais même pas, j'avais pas de montre, fait que j'utilisais Strava sur mon téléphone. Puis, les gens, il avait fallu qu'ils me montrent comment, là, j'avais vraiment jamais utilisé ça. Mais c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans l'univers tout d'un coup, tout le monde a fait comme « Oh boy, c'est qui ça? » Fait que je suis rentrée dans le monde Salomon. Puis là, les courses se sont comme enchaînées. Puis, il y a justement le rep de Salomon à Boulder qui a dit hey, « Marianne, on fait un camp Salomon. Tu devrais envoyer ta candidature. Il fallait faire une vidéo et tout ça. » Puis, j'ai été sélectionnée. Je suis allée à Moab. C'est là que j'ai rencontré Mathieu.
Puis encore une fois, tu sais, j'avais pas du tout un curriculum, j'avais fait quasiment aucune course, tu sais, je me suis présentée là comme si j'étais absolument un nobody, vraiment le underdog. Tout le long du camp, j'étais vraiment très subtile, tu sais, vraiment pas la fille en avant. Puis, dans le fond, ce qui arrivait, c'est qu'à la fin de ce camp-là, la personne qui gagnait le 80 km de Moab Behind the Rocks était envoyée à Chamonix, puis par la suite envoyée à la Transalpine. Peu importe ce qui arrivait à Chamonix, c'était vraiment ça qui se passait. Puis encore une fois, on a fait de la course, puis tu sais, j'ai fait le 80 km. Je pense que j'étais arrivée comme 10 minutes derrière. Évidemment, Mathieu, il commençait, là, mais j'étais arrivée 10 minutes derrière Mathieu. Je pense que je me rappelle, j'avais fait comme 7h29 sur le 80 km. Shit, c'est rapide. À Moab, au Utah, tu sais, un peu par rapport. Puis, immédiatement, tu sais, ça m'a. Je veux dire, le camp en tant que tel était vraiment merveilleux. Là. Salomon a vraiment mis le paquet. Là. C'était vraiment un camp où, tu sais, un peu comme un camp de vacances vraiment pour coureurs. Là. C'était super le fun. On avait passé toutes les étapes. Puis, ce qui avait été vraiment cool, c'est que, tu sais, la marque Salomon qui est basée à Annecy, les gens qui l'administrent sont francophones. Donc, c'est sûr que Mathieu, moi, il y avait Annie-Jean, il y avait Jessie Forbes aussi du Québec. On s'est tous vraiment très rapprochés de Salomon, puis on a commencé à être vraiment très buddy avec eux. On a été invités à Chamonix, ça a vraiment été un été merveilleux. Là. On a fait, en fait, à ce temps-là, c'était le 92 km du marathon du Mont-Blanc. Moi et Mathieu, on a fait ça. Annie, elle faisait le marathon, puis par la suite, ils nous ont envoyés à la Transalpine. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans la famille Salomon, mais c'est après que ça s'est corsé un peu. C'était intéressant quand même de voir cette progression-là rapide parce que, tu sais, vous le savez, les auditeurs, j'aime ça, name-dropper les courses que vous avez faites, mes invités, puis les positions. Puis, tu sais, je veux dire, ton année 2017, je veux dire, quand j'ai vu ça, la gueule m'a un peu tombé à terre. Tu sais, on parle de première place à Moab Red Hot, qui est quand même une course très connue aux États-Unis. Première place Behind the Rock, tu l'as parlé. Première place au Quad Rock 50 miles. Puis non seulement c'est impressionnant parce que c'est une première place, mais c'est de savoir qui était sa ligne de départ. Tu avais une gagnante de Western State puis une gagnante de la CCC qui était là puis que tu as remporté. Après ça, une 5e place sur tu le disais, le 92 km du marathon du Mont-Blanc. 6e place à Speed Goat, qui est probablement le 50K le plus compétitif aux États-Unis. Je ne veux pas me tromper, mais Speed Goat, c'est un peu une. On était rough celle-là, mais ouais. J'en doute pas. Il paraît que c'est complètement fou. Parle-moi un peu de Speed Goat. Ceux qui ne connaissent pas Speed Goat, c'est Carl Melzer qui est la personne qui a gagné le plus de 100 miles dans l'histoire du monde. Tu sais, le Oka Speed Goat est nommé en son nom, l'espadrille. Puis il organise un 50K dans un centre de ski en Utah. Puis il paraît que c'est brutal comme course. Hein? Oui, c'est assez brutal. C'est assez brutal aussi. C'est vraiment ma première vraie saison d'ultra, là. Puis, tu sais, moi, je me faisais rentrer un peu, comme je dis, un peu comme toutes les courses que j'ai faites que tu as nommées, c'est tous des courses qui ont dit, hey, Marianne, tu devrais faire cette course-là. Puis moi qui réponds, OK, ouais, pas de problème, inspire-moi, tu sais, parce que souvent, c'est des gens, tu sais, c'est des organisateurs qui te le demandent. En tout cas, moi, j'étais excitée, j'étais là, oui, inspire-moi. Puis quand je suis arrivée au Speed Goat, là, j'ai réalisé que là, ça commençait à m'en faire pas mal. Là, j'avais fait, moi qui n'avais jamais vraiment, j'avais peut-être couru 1,80 avant dans ma vie. Là, ça faisait le 3e vraiment là, en dedans de comme 3 mois à des vitesses. Ça m'a rattrapé. Là, le Speed Goat, quand même, c'est la course qui m'a rentré dedans. Là. Puis comme tu dis, c'est un parcours qui ne pardonne pas parce que c'est 50 km, mais c'est que des montées à pic. Dans le fond, tu montes la montagne de ski, tu descends la montagne de ski, tu remontes une autre, un autre versant de la montagne, c'est que ça pendant 50 km. Puis j'étais, comme on dit en bon français, assez explosée. Là. J'ai terminé la course, puis j'étais ravie d'avoir été la faire, mais c'était une expérience pour moi, puis quand même une belle leçon, là, je te dirais. Tu dirais que cette première saison-là a comme été, je suppose, plein d'apprentissage parce que c'est des premières un peu à chaque fois, des premières expériences, là, des premières places aussi, mais des premières expériences. Mais première saison aussi, tu sais, j'ai l'impression que tu as fait ce qu'on fait toute notre première saison, qu'on se dit, OK, on se lance là-dedans, puis tu enchaînes les courses à une vitesse un peu effrénée. Là. Oui. Oui, ben ça m'a servi de leçon, mais en même temps, j'ai l'impression que j'avais encore beaucoup de leçons à apprendre. C'était pas mes dernières leçons à apprendre, disons. Mais oui, effectivement, je pense que si j'avais à refaire l'année 2017, puis j'ai beaucoup d'autres années à refaire après ça qui sont le plus importantes à refaire, mais si j'avais à refaire l'année 2017, c'est sûr que j'aurais pas... Speed Goat, c'est une course que j'aurais pu ne pas faire, puis ça aurait été correct. Je veux dire, le reste de la saison, en fait, après ça, je suis allée en Italie.
Je suis redéménagée au Québec. Le lendemain, je suis allée en Italie pour les championnats du monde de course de longue distance. Je suis revenue au Québec, puis après ça, je suis repartie pour faire la transalpine. Donc, tu sais, c'est vraiment là, enchaîner course après course après course. Puis, à un moment donné, tu sais, le corps, il ne suit plus nécessairement. Oui, puis c'est une fatigue aussi de même de voyager, tu sais, d'une course à l'autre. Je veux dire, c'est des longues raids de char, c'est des longs vols d'avion. Tu viens de le dire, des allers-retours Italie-Québec, Suisse-Québec. Tu sais, je veux dire, c'est pas récupérateur, même si tu es assis pendant tout ce temps-là. Puis je suppose que ça doit jouer aussi. Oui, définitivement. Je pense définitivement que c'est quelque chose qui a joué, mais je pense que le plus que tout, c'est donner du temps à son corps de récupérer après un gros effort. Là. Je pense que c'est vraiment la chose que j'ai appris de l'année 2007, mais surtout, tu sais, manager tes efforts. Tu sais, moi, le problème, c'est que tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui court feeling, puis qui court, tu sais, quand ça va bien, puis j'y vais. Mais éventuellement, ton corps ne suit plus, mais ton feeling est encore là, tu sais, puis tu sais, t'es en course, tu te sens bien, tu as du fun, tu vas pousser, tu sais, je veux dire, c'est bien beau de dire, en tout cas, tout le monde se gère différemment, mais moi, une chose que je l'ai réalisée, c'est, tu sais, si je prends la ligne de départ, même si je dis, tu sais, j'y vais mollo, les chances sont que si je me sens bien, je vais pousser le pace, là, tu sais. Puis je pense... il y a toujours l'engouement des courses aussi qui joue, je pense, une ligne de départ, puis le fait d'être dans un événement, c'est pas comme un petit samedi matin dans le trail, tu sais, on le fait tous, mettre des courses à l'horaire comme étant des préparations où on se sert d'une course comme étant une longue distance ou un week-end choc en vue d'une autre course, mais il y a ça sur papier qui est cool, puis après ça, t'es rendu sur place, puis t'es comme shit, j'ai un dossard, puis il y a du monde autour, puis je te confirme que c'est le même dans le mid-pack aussi, puis pas une question de compétitivité de battre les autres, de juste de dire je vais pas payer mon inscription pour aller planter des fleurs puis sentir les arbres. Je suis là pour pousser le pace, comme tu dis, puis se donner, puis je pense qu'on se fait tous jouer un tour avec ça des fois. Là. Ouais, définitivement. Fait que parle-moi après ça de cette course-là. Ben, tu as fait la Transalpine aussi, que Mathieu, qui est une course par étapes en Suisse, en équipe, que vous avez remportée. Puis là, après ça, tu parlais tantôt de tes blessures. Est-ce que ces blessures-là sont un résultat de peut-être une accumulation ou c'est vraiment un faux pas qui a mené à ces blessures-là? C'est plusieurs choses, je te dirais. Donc, c'est sûr que la Transalpine, encore une fois, comme là, si je disais que Speed Goat m'a rentré dans le corps, c'est sûr que la Transalpine était juste un mois après la Speed Goat. Puis, on se rappelle qu'après la Speed Goat, je suis allée en Italie. Donc, faire la course des championnats du monde de longue distance. Là, donc, c'était quand même demandant pour mon corps. J'étais allée à la Transalpine, ça s'est bien passé, mais tu regardes des photos de ma face à la première journée puis des photos de ma face à la 6e journée, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, là. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir ça, puis tu sais, je suis vraie, tu sais, c'est une course que, tu sais, c'est ma course préférée, en fait, là. C'est vraiment la course qui m'a le plus touchée, qui a vraiment fait en sorte que, tu sais, j'adore la course de trail, simplement pour ça, tout ce qui est communauté aussi. Mais il y a quelque chose quand même d'extraordinaire de faire une course en binôme. Là. C'est vraiment particulier comme phénomène. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est que quand j'ai fini la Transalpine, moi, c'est que j'ai redéménagé au Québec, mais j'avais pas vraiment de but précis dans le sens que, tu sais, j'avais pas un travail qui m'attendait, j'avais rien, tu sais, puis je voulais profiter de ce moment-là pour prendre 2 mois en Europe. Tu sais, je suis restée 1 mois et demi au moins. J'ai voyagé beaucoup, j'étais allée en Autriche, j'ai fait des backpacks en Autriche, je suis allée en Italie, Allemagne, j'ai voyagé pas mal durant ce mois-là, mais on se rappelle plutôt que j'ai dit que si je suis toute seule puis je suis dans un nouveau pays, c'est sûr que ce que je vais faire, c'est courir toute la journée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant 1 mois et demi, je suis revenue au Québec, j'étais vraiment bien reposée, top shape, mais tu t'effleures ta ligne de seuil, là, dans le sens que je pense que, c'est sûr, une chose est certaine, si j'avais un entraîneur, c'est sûr que l'entraîneur m'aurait dit « OK, Marianne, tu commences vraiment à pousser ta limite. » Puis comme de fait, peu après mon retour au Québec, là, j'ai enchaîné plusieurs week-end chocs. Puis j'ai commencé à avoir une douleur à la hanche. Puis des fois, j'ai des douleurs, puis je me dis dans ma tête, tu sais, je suis assez réaliste pour me dire que je vis vraiment dans le moment présent, ce qui est vraiment très positif, mais souvent, quand j'ai des blessures comme ça m'amène beaucoup de négatifs parce que je veux courir, je veux continuer. Ça me force à continuer, puis au final, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une fracture de stress au
au col du fémur, dans le fond, vraiment comme où est-ce que la hanche rentre avec ta jambe. Puis ça a été le début, en fait. En fait, là, ça m'a pris du temps à remettre de ça. C'est quand même un gros os, puis ça m'a pris une petite période de temps. Quand je suis revenue, je me suis déchiré un ligament du pelvis qui reliait à la jambe. Je suis revenue quand même assez rapidement. Mais ça, je pense que c'est surtout une question de bad luck, là. Mais une chose que ça m'a appris, c'est de vraiment ne pas combiner volume et vitesse. Vraiment, chose à ne pas faire. Un ou l'autre. Un ou l'autre, exactement. Jamais les deux en même temps. Je pense que c'est la leçon que j'ai retenue de ça. Puis c'est la leçon que moi, j'aborde beaucoup quand je suis entraîneur aussi avec la clinique du coureur. Donc, c'est sûr que moi, c'est le principe numéro 1 que j'essaie de pousser à tout le monde puis que je suggère à tout le monde. Puis, en fait, au bout de cette année-là, quand je revenais là, vraiment en bonne forme, je suis allée en Colombie-Britannique. Puis j'ai couru, pendant 5 jours, on a couru peut-être un total de comme 280 km en Squamish puis Whistler. Je suis revenue au Québec. La fin de semaine après, je suis allée faire une boucle à Tremblant, un 50 km. Puis c'est là que ma cheville a tourné. Puis je me suis cassé la jambe qui a quand même m'a coûté cher, en fait. Me coûte encore cher aujourd'hui. Ah oui, tu le ressens encore aujourd'hui? Oui. En fait, le problème, c'est que mon mollet et ma jambe droite n'est plus du tout la même taille que mon mollet et ma jambe gauche. J'ai vraiment... ils ont fait une chirurgie complète. En fait, c'est le spiral complet du tibia, mais le péroné en haut a brisé aussi. Donc, j'ai été en béquille pendant une longue période de temps. Puis, j'ai dû me faire opérer une deuxième fois parce que après ça, pendant 1 an, j'ai été capable de courir, mais avec mes vis. Mais mes vis étaient intolérables. J'étais au bout de 20 km, ma jambe. Puis je courais, je le continuais, je le faisais. Puis je poussais à travers. Pendant 1 an, j'ai couru des bonnes distances. J'étais capable. Mais c'était vraiment problématique, donc je me suis fait retirer ça. Mais vraiment, une des gouttes qui a fait déborder le vase un peu récemment, là, mais en l'année 2019, dans le fond, quand on est allé à l'île de la Réunion, c'était la course que je voulais vraiment refaire, puis revenir, puis montrer un peu à moi-même que j'étais capable de revenir. On est débarqué à l'île de la Réunion. On est allé faire une course, puis à 2 ou 3 kilomètres à l'intérieur de la course, je me suis foulé la cheville. Vraiment encore bêtement, mais à un niveau quand même assez élevé, je te dirais. Je me suis foulée, Blaise, il arrêtait pas de rire que c'était un niveau 2, mais parce qu'après ça, ce que je voulais faire, moi, c'était faire la course quand même, mais ma cheville était bleue. Là, je veux dire, ma cheville au complet était bleue. J'ai couru la course, puis moi, je faisais 66 km, mais j'étais pas capable de rien faire, en fait. Puis, le corps, dans le fond, si on veut, après tout ça, ça a été que, dans le fond, j'ai déchiré le ligament qui reliait dans la cheville et la jambe, ce qui m'a aussi coûté plusieurs mois après ce moment-là. Puis, c'est pour ça que je te dis, tu sais, comme moi, c'était très important pour moi de faire la course juste parce que j'étais allée à la Réunion, j'étais là avec tout le monde était vraiment dedans, puis je voulais vraiment participer. Avec du recul, puis avec peut-être un peu plus de connaissances, je me dis peut-être que ça en valait pas tellement la peine, puis peut-être que des fois, on est mieux de prendre des calls, si on veut, qui promouvoient plus notre récupération à long terme versus dans l'immédiat. Mais c'est dur d'être, je ne veux pas dire intelligent, parce que ça voudrait dire qu'au fois, on n'est pas intelligent, mais c'est dur de s'auto-diagnostiquer ou c'est dur de se limiter quand on fait ce qu'on aime. Tu sais, je pense que tout le monde à qui je parle qui avait avec des blessures, il y a toujours ce syndrome-là de revenir un peu trop vite parce que ça reste que c'est ta passion, c'est ça que tu aimes faire. Puis dès que tu as des bons feelings, ben c'est sûr que tu repousses la machine. Tu sais, je pense que c'est naturel parce que ça part de quelque chose qu'on aime faire. Fait que c'est dur puis j'en parlais avec, je ne me rappelle pas qui est coach, puis qui disait, tu sais, tout ce que je fais, je suis le pire coach. Tu sais, je veux dire, la personne me disait, je coach des gens, puis je leur dis de ne pas faire ça, mais moi, je le fais pour moi. Mais je pense que c'est malheureusement caractéristique des gens qui sont passionnés, qui se lancent dans quelque chose. Hein. Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve beaucoup avec les gens, c'est que, tu sais, quand les gens ils me disent, tu sais, t'aurais pas dû faire ça, ou t'aurais pas, tu sais, je suis vraiment d'accord. Je suis, tu sais, à 100% d'accord. Si je prends 100% de ma raison, je suis d'accord avec ce que vous me dites. Mais l'émotion, premièrement, prend le dessus. Puis, en deuxième lieu, ce que je vais dire aussi, qui est peut-être un peu contradictoire,
controversé, si on veut, c'est que je pense qu'il faut pousser sa limite à certains moments. Il faut justement aller voir où est-ce que tu es capable de pousser ton corps. Puis à chaque fois que tu te rends à un certain niveau, tu réalises quelque chose sur toi-même, puis tu dis, OK, la prochaine fois, ça a été trop, je devrais pas aller là. Mais, tu sais, comme le seuil qui a fait en sorte que, que tu peux courir à la meilleure de tes capacités, je pense que c'est vraiment quand tu es comme juste avant de briser, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que les coureurs professionnels vont attester à ça. Je pense que les gens qui poussent vraiment leur corps au maximum vont savoir où est-ce qu'il y a le breaking point, si on veut, puis ils vont rester juste au-dessus de ça. Puis je pense que c'est là que j'essaie toujours de pousser mon corps, mais dans les dernières années, disons que je l'ai toujours poussé au edge. Mais je pense que c'est caractéristique aussi avec notre sport, la distance des compétitions. Puis comme tu dis, la limite, jusqu'où, je veux dire, c'est de surpasser la limite continuellement. Tu penses dans la vie, tu fais une distance, puis tu dis, ah, ça, c'est mon maximum. Tu finis à la ligne d'arrivée, tu fais, hey, c'était mon premier 50K, puis je ne pourrais jamais refaire plus. Puis 2 jours après, tu es comme, hey, je vais essayer de faire plus. Puis c'est toujours de flirter, comme tu dis, avec cette espèce de limite-là. Puis c'est le cas quand on est top shape pendant une course, puis qu'on est juste fatigué, puis on a mal aux jambes, mais on flirte avec cette limite-là, puis on pousse un peu plus. Mais je pense que ce flirt-là, cette relation-là avec notre limite, ben, on l'applique aussi quand il y a le temps de dealer avec une blessure. Puis... Ouais. Est-ce que tu penses, parce que tu parlais de ton parcours universitaire, que tu as 5 ans d'entraînement universitaire, division 1 d'NCAA, très, ben, je ne veux pas dire militaire, mais très discipliné, je suppose, parce que je veux dire, puis là, tu es comme tombé dans l'autre extrême qui est la course en trail où c'est très libre, un peu désorganisé, puis tu n'as plus besoin de faire tes 20 fois à 400 mètres parce que c'est ça qui est supposé être fait. Tu peux juste partir en montagne. Puis est-ce que tu penses que c'est ce clash-là d'un extrême à l'autre qui t'a amené à justement faire des petits week-ends, de revenir à Québec puis faire 50 km à Tremblant pour le fun, de cette liberté-là que ça t'amène du sport que tu n'avais pas peut-être pendant 5 ans? Si je l'apprécie, tu veux dire, ou si ça m'a amené justement à ce breaking point-là, de se dire, ben là, je passe là, j'ai plus de contraintes, donc je peux juste courir parce que j'aime courir, j'ai plus de plan d'entraînement, mais tu dis, c'est aussi un peu ça qui t'a amené à repousser les limites, puis peut-être même les dépasser au point de te blesser. Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que, tu sais, depuis mon très jeune âge, tu sais, je suis un régime d'entraînement que, tu sais, j'ai un coach, puis je fais exactement l'entraînement qui est écrit sur le tableau, puis, tu sais, c'est ça qui est ça, puis le pace qu'il faut que je dois faire, c'est le pace que je vais faire. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où c'est moi qui gère tout ça, ce que j'adore, premièrement, parce que c'est la première fois de ma vie que je suis un peu libre à pousser mes propres limites et à justement aller les voir, bien que mes entraîneurs ont fait beaucoup pour moi dans mon passé, là, c'est pas exactement ce que je veux dire. Mais ce que je préfère par-dessus tout avec le trail, c'est plus justement l'idée que, tu sais, si je reçois un message texte un soir à 9h, puis la personne me dit, hey, demain matin, est-ce que tu vas aller courir 50 km? Tu sais, j'aime avoir la liberté de dire oui. Puis, en fait, l'affaire avec moi, c'est que je vais toujours dire oui. Tu sais, si je reçois ce texte-là, c'est sûr que la réponse est oui. Puis c'est sûr que je suis là, à moins que je n'ai pas déjà quelque chose de planifié. Donc, mais c'est ce que j'adore, tu sais, c'est ce que j'adore, puis c'est ce que je vais toujours faire, puis même si les gens, tu sais, même si toute la logique et la raison derrière, Marianne, tu ne devrais pas faire ça, je sais très bien que je vais continuer de le faire, puis, mais, tu sais, j'ai énormément de plaisir, là, je veux dire, pour moi, mes fins de semaine, c'est la liberté totale, puis, tu sais, c'est ce que je recherche, puis c'est ce que je veux, justement, dans la course en sentier. Puis est-ce que tu retrouves ça un peu avec le skimo? Je ne sais pas depuis combien de temps tu en fais, mais je sais que l'hiver, ça semble être un de tes sports de prédilection. Skimo ou ski de randonnée, je ne sais pas lequel tu fais. Oui, en fait, j'ai un splitboard. Moi, je suis vraiment... OK, tu descends en board. Oui, je descends en board. Oui, ça, j'ai commencé ça au Colorado aussi, le même groupe de personnes qui faisaient de la course. Là, petit à petit, je me suis joint aux gens qui allaient faire du split puis du skimo la fin de semaine. J'y allais souvent avec Kat Bradley qui a gagné la Western States. Elle était entraîneur de ski avant, donc on faisait souvent les week-ends, on partait toute la journée puis on faisait juste monter la montagne. Puis j'adorais ça. Puis l'hiver au Colorado est quand même extrêmement, il est merveilleux. Là, je veux dire, le ciel bleu, il fait quand même assez chaud. C'est vraiment surprenant. Au Colorado, il y a beaucoup de neige, mais il fait très chaud. Puis c'est vraiment un sport que j'ai adoré. Puis je pense justement, ce qui est arrivé, comme quand j'ai fait la Red Hot 55 km, puis que j'aime pas ça dire ça, mais que je l'ai gagné,
j'avais pratiquement pas couru, là, tu sais, les fins de semaine avant ça, tout ce que j'avais fait, c'était du split, puis tu sais, c'était des fins de semaine vraiment relax, puis tu sais, je suis allée faire la Red Hot un peu avec des amis, juste parce que les gens, justement, ont dit, hey, Marianne, veux-tu faire la 55? J'ai dit, pas de problème, je suis là. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, je trouve vraiment que c'est un outil qui est super important. En fait, ça, c'est une chose aussi que je retiens de mon expérience, là, c'est d'alterner les sports. Je trouve ça super important, puis je pense que tout ce qui est ski de rando, splitboard, tout ce que tu veux, ski-mo, c'est vraiment une façon exceptionnelle de faire ça. Puis en plus, ce que j'aime le plus, c'est que ça te permet, mettons que tu fais du ski-mo, tu peux en faire vraiment pendant comme 8-9 heures. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impact. Il y a beaucoup moins, en tout cas, que de la course. Fait que, il y a une fatigue physique, il y a une fatigue cardio, une fatigue musculaire, mais c'est ça, c'est dur à dire. Moi, je le vis un peu avec le ski de fond, puis c'est un peu la même affaire. C'est que tu peux te pousser à des limites d'endurance que d'habitude, tu arrêtes ou tu es rendu au bout du rouleau parce que ton corps est juste plus capable d'avoir des impacts sans arrêt. Alors que là, tu as la fatigue, tu sens tes quads parce que tu travailles, mais tu n'as pas d'impact, puis le lendemain, tu te lèves, tu es comme top shape. Ouais, c'est cool. Puis ce que je trouve fun aussi, c'est parce que quand tu jumelles les deux, mettons que tu fais une grosse journée de skimo, puis là, à la fin, tu vas courir 1 heure ou quoi que ce soit. Tes muscles de course sont quand même très fresh, mais tu as passé une journée complète à faire du dénivelé. C'est assez exceptionnel. Puis je pense que c'est super intéressant, ça aussi, pour les gens. Puis je pense que les gens devraient expérimenter ça parce que c'est comme ça que tu vas voir dans une course. Mettons que tu fais un ultra, puis il y a une section qui est flat. C'est pas parce que tu viens de monter... c'est pas parce que tu viens de monter 1000 mètres de dénivelé que la section flat, tu n'es pas capable de la courir vite. C'est un peu... c'est des muscles complètement différents, mais c'est des muscles qu'il faut absolument travailler. Puis, en plus de ça, je veux dire, c'est une façon exceptionnelle de passer toutes tes fins de semaine dehors. Là. C'est clair. Puis là, j'en ai parlé beaucoup avec Julien Yamba du ski-mo, du ski de randonnée, mais là, moi, je sais ce que c'est, mais pour les gens qui savent c'est quoi du splitboard, par moi, c'est quoi la différence entre ça et du ski-mo? Oui, absolument. Donc, le splitboard, en fait, c'est une planche qui est vraiment splittée en deux. Donc, ça permet, dans le fond, aux snowboarders ou aux planchistes, si on veut, de joindre en fait, le concept de monter en peau de phoque, là. Donc, ce qui arrive, c'est que tu splits ta planche en deux, puis tu es capable de faire 2 skis. Fait que tu montes comme quelqu'un en ski. Donc, c'est exactement pareil. Ça prend un peu plus de temps avec la transition, mais honnêtement, si je la fais vraiment de façon all-out, là, ça me prend peut-être 30-45 secondes de plus. Là, j'exagère peut-être, là, mais si moi je suis all-out puis l'autre personne est relax, là, mais mon point, c'est que c'est pas un trop gros problème là, pour la personne qui te suit en ski. C'est ça, c'est pas un enjeu de j'aime pas ça faire ce sport-là parce que ça prend trop de temps de transition. Non. Ouais. Je veux dire, le trip est là quand même. Puis pour justement les gens qui se disent j'aimerais ça faire du ski-mo, mais parce que j'ai parlé à des gens, puis ils me disaient moi je suis planchiste en vie, je fais du snow, puis alors j'ai jamais fait de ski ou j'en ai fait quand j'étais jeune, ça me tente semi de retomber là-dedans. Je suis comme mais il existe ça. Je connaissais le terme split, mais c'est le splitboard. Je pense que ça existe, puis c'est une option pour les gens qui sont plus snowboard. Oui. Voilà, vous le savez. Ouais, puis moi, en fait, j'ai décidé que je voulais m'acheter une split parce que j'ai fait de la planche là, depuis que j'ai 12 ans peut-être. Puis je me disais, justement, si je pourrais aller dans le backcountry du Colorado, j'aime vraiment mieux me retrouver avec un outil avec lequel je suis confortable à travailler. Là. Oui, je pourrais skier, puis j'ai skié de 3 à 12 ans, mais le plus gros de mon skill est vraiment plus en snowboard. C'est vraiment une option exceptionnelle là, pour tous ceux qui veulent. Puis les gens qui se le demandent, le splitboard n'est pas nécessairement beaucoup plus lourd. Il est quand même un peu plus lourd qu'un set de ski-mo léger, là. Mais un set de ski de randonnée, là, c'est assez similaire. Là. OK, c'est intéressant. J'avoue que d'en faire aussi dans les rocheux, ça doit être un méchant trip parce que tu parlais des conditions de course du Colorado qui sont exceptionnelles, mais les conditions de neige, c'est une autre game. Tu sais, c'est les rocheuses, c'est comme dans l'Ouest canadien. Oui, c'est vraiment beau. Puis là, c'est un peu la même situation au Québec. Là. Je veux dire, c'est sûr que tout le ski de randonnée a un peu explosé cette année. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a autant de personnes profitent des montagnes et de l'extérieur. Mais c'est sûr que ça a rajouté des règles supplémentaires. Puis tu sais, le cas au Colorado, oui, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient, mais tu sais, quand moi j'étais là, je ne sais pas comment c'est exactement maintenant, mais il y a 3 ans, là, tu pouvais pratiquement aller sur n'importe quelle montagne, à n'importe quelle heure, monter. Oui, des fois, il y avait des pistes prédéterminées, mais c'est super facile, c'était gratuit. Tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'est que tu signes un waiver. C'est vraiment un sport qui est super accessible. Puis qui est parfait pour la course à pied puis les ultras, là, en fait.
Ouais, puis j'ai l'impression que le Colorado, je l'ai vu un peu quand j'étais à Flagstaff, puis ça semble avoir un beat qui a, un peu comme dans les Alpes françaises. C'est que, tu sais, ici, les centres de ski où tu peux pratiquer tes sports, il faut que ce soit un centre qui est organisé parce qu'il y a des remontées, il y a des pistes, puis nos montagnes sont remplies de sapins puis d'arbres. Fait que tu peux pas aller sur n'importe quelle montagne qui existe, ou c'est beaucoup plus difficile de faire du ski mo, je veux dire, ski de rando, tu peux te trouver une trail puis te l'inventer à travers une montagne, mais alors que là-bas, ben, c'est des monts qui sont chauves. Fait que j'ai l'impression, tu sais, à Flagstaff, où je voyais le monde partir, j'allais courir, puis je voyais le monde partir justement avec leur gear, mais c'est pas un Ouais. centre de ski. Ils font juste, il y a une montagne de 3000 mètres, je vais aller la monter puis la redescendre dans la poudreuse, puis je vais être seul au monde, là. Ouais. Il y a quand même beaucoup de spots là, que tu peux trouver assez facilement puis de façon assez sécuritaire. Là. C'est sûr que tu ne vas pas trop dans les 14 000 pieds, mais les 13 000 pieds, là, il y a quand même vraiment beaucoup de super beaux spots. Là. Puis, tu sais, plus l'hiver avance, dans le fond, plus tu peux faire des grosses expéditions dans le sens que tu arrives en vélo, tu stationnes ton vélo, tu montes en split, tu descends puis tu reviens en vélo. Quand la section qui est en vélo, tu es quasiment en température d'été, mais à 13 000 pieds, ils ont quand même de la belle neige, là, donc c'est vraiment le fun. Là. Ah, c'est un méchant trip. Puis là-bas, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis tu le vois quand, je veux dire, n'importe qui fait un peu de trail se met à suivre des coureurs, des coureuses de ce coin-là. C'est ça, c'est du gravel bike jusqu'au pied de la montagne. Tu montes à la course ou quand c'est l'hiver, tu peux faire ton gravel bike. C'est malade, là. C'est comme, j'ai l'impression que c'est comme le meilleur des deux mondes. Il y a une raison pourquoi c'est la mecque du trail running puis de ce type de sport de plein air-là. C'est que tu es un peu le meilleur des deux mondes, là. Oui, exactement. Oui, c'est sûr que Boulder, là, pour tous les trailers, là, je vous suggère, là, même juste une visite là, d'une fin de semaine, ça vaut vraiment la peine. Là. L'ambiance dans la ville est juste, tu as l'impression de vivre à la ligne d'arrivée d'un ultra. Là, je veux dire, c'est vraiment, c'est l'ambiance dans la ville, tout le monde porte du linge de sport. C'est vraiment très, très, très axé sur le sport. Là. Comme moi, c'est une chose qui m'a incroyablement frappée quand je suis revenue au Québec, là. Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais moi, comme à Boulder, j'avais oublié que la cigarette existait. J'avais complètement oublié que les gens fumaient. C'était vraiment pas un concept je suis revenue à Montréal, puis tu cours, puis dans le fond, tu vois les gens qui fument. J'étais là, mon Dieu! J'en prenais pas. J'étais là, mon Dieu, je pensais que la cigarette était éteinte. Tu me fais penser que je réalise que ça fait quoi, 12 mois qu'on est en confinement, pile 12 mois au moment où l'épisode va paraître. Ouais. Puis, tu sais, je réalise que j'ai pas senti de cigarette depuis probablement 1 an ou à peu près parce que d'habitude, comme tu dis, on le voit, mais tu sais, quand dans ton cercle d'amis proches ou de famille si tu côtoies pas ça, on n'est plus habitué, mais j'avoue, je m'ennuie pas de ça, moi, courir en ville quand il y a foule, puis tu sais, une belle run où tu prends une bonne bouffée d'air frais puis tu ne restes pas de la cigarette, là, c'est un challenge supplémentaire. C'est sûr. J'aimerais revenir un peu sur les blessures. Là. C'est pas que je veux tourner le fer dans la plaie, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est récurrent. Puis je me rappelle pas, je sais pas si la donnée est encore à jour, mais j'avais lu quelque part que les coureurs, 150% des coureurs se blessent dans une année. C'était comme une façon de dire un peu à la blague que 1,5 coureurs sur 1 se blessent. Donc, tout le monde se blesse en moyenne 1,5 fois par année. Fait qu'on s'entend en course, grosse ou petite blessure, les gens, ça arrive beaucoup, encore plus dans les sports d'endurance. On n'est pas à l'abri de ça. Comment tu as vécu cette série de blessures-là? Parce que, tu sais, on le disait, là, 2017, grosse année, gros succès, peu importe ce qui est le succès en ultra, on s'entend. Mais, tu sais, tu as la liberté de courir les distances que tu veux, de parcourir le monde. Puis là, boum, blessure par-dessus blessure. Comment tu l'as vécu plus personnellement, émotionnellement, de vivre avec ça continuellement puis de ne pas pouvoir pratiquer ton sport? Oui, c'est une très bonne question. C'est drôle parce que je suis quand même quelqu'un qui est habituellement très, très enjoué et enthousiaste. Puis, c'est sûr que j'avoue quand même ouvertement que ça a été assez difficile, mais il n'y a aucun doute que je suis passée au travers. Puis, je veux dire, t'apprends tout ça. Puis, il y a beaucoup de côtés positifs. Puis, c'est sûr qu'il y a plein de choses à apprendre, mais c'est quand même intéressant de faire ton deuil de certaines choses. C'est vraiment, je pense que pour moi, c'est ça qui est arrivé. Je voulais continuer sur ma lancée. C'était vraiment un objectif qui était très clair pour moi quand je suis revenue m'installer au Québec en 2017. Puis une série de décisions que moi-même j'ai prises, que moi je suis responsable. C'est ça qui arrive aussi, c'est quand tu n'as pas d'entraîneur puis c'est toi qui fais ça. C'est sûr que ça te remet en question tes processus.
ce que tu fais. Ça te remet aussi, ce qui est intéressant, c'est quand ta vie est tellement axée autour de la course à pied, quand tu ne peux plus courir, tu te retrouves un peu avec un vide. Ceci étant dit, je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui a plusieurs autres passions. C'est pas juste la course à pied. Puis, j'ai une famille, des amis, un travail. Au même moment, je me suis trouvé un travail. Puis, je suis rentrée à fond là-dedans. Puis, c'est super important. Pour moi, c'est ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, de l'importance de te diversifier, de trouver différentes choses, de ne pas juste te focusser sur une seule chose parce que éventuellement, il va arriver quelque chose, puis ça va arriver à tout le monde, puis je veux que tout le monde touche du bois. Je le souhaite à personne, mais comme tu dis, statistiquement, la blessure va arriver. Puis, c'est juste une question de voir comment est-ce que tu peux rebondir de tout ça. Moi, écoute, une leçon qui est assez incroyable pour moi personnellement, puisque je trouve que j'aime ça la partager avec les gens parce que je trouve ça vraiment incroyable, c'est que comme après tout ce que j'ai dit, puis tout ce que j'ai fait, puis et tout ça, moi, après 6 mois de ne pas avoir pu courir, que j'étais en béquille, puis que j'avais des vis dans les jambes, puis même quand je me suis fait retirer les vis, quand j'ai recommencé à courir, c'était dur. C'était incroyablement dur. J'avais de la misère à courir. J'avais de la misère à courir 5 km. J'avais vraiment mon corps n'était juste plus habitué. J'avais mal aux hanches. Je me sentais complètement plus la même personne. J'avais plus de cardio. J'allais courir avec des gens. J'étais là, mon Dieu Seigneur, je pourrais plus jamais redevenir la personne que j'étais. Puis, ce que je trouve super intéressant, c'est que si tu continues puis tu persistes, tu vas y arriver. Puis, je suis revenue à courir des distances quand même assez proches du monde d'ultra. Puis, pas exactement ce que je faisais avant, mais quand même assez élevé. Là, des semaines à volume assez élevé. Mon cardio, il revient tout le temps. Puis je me remets. Mais, je me mets toujours à la place des gens qui se mettent, qui débutent dans le monde ultra, qui débutent dans le monde de la course. Puis, je me dis, je devrais servir d'exemple comme quoi tu es capable de pousser à travers, puis ton corps, à un moment donné, il va s'adapter, puis petit à petit, il va s'adapter à l'entraînement que tu fais, puis éventuellement, tu vas être capable de faire ce que tu entraînes ton corps à faire. Puis je pense que, pour moi, ça a été vraiment un eye-opener, si je peux me permettre de dire. Je me rappelle, là, après, je m'étais fait retirer mes vis. J'avais été vraiment 1 mois forcée à ne pas courir du tout parce que c'est quand même assez traumatique. J'avais 2 plaques puis 15 vis dans la jambe. Puis pour moi, 1 mois, je m'étais dit dans ma tête, il n'y a rien là. Après 1 mois, je vais être capable de revenir puis je vais courir sans problème. Je suis revenue à courir, puis je me rappelle la première fois que j'ai couru 10 km, là, mes hanches étaient raquées pendant comme 3 jours. Ça m'a vraiment là, bouleversée quasiment. Là, j'étais là, c'est comme ça que les gens sentent quand ils se mettent à courir, quand ils commencent à courir, puis je les comprends de trouver ça dur. Mais moi, je pense que si je peux être un message positif à travers tout ça, c'est vraiment de dire, pousse à travers, puis à un moment donné, ton corps, il va s'adapter, puis tu vas pouvoir aller atteindre les objectifs que tu veux atteindre, puis que tu entraînes ton corps à atteindre. Je pense que c'est ça qui en est ressorti pour moi. C'est intéressant. Je pense qu'il y a une notion aussi d'être patient. Ça serait se mentir de dire que quand tu arrêtes une période de temps X, que ce soit 1 mois ou 1 an, peu importe à cause des blessures, il faut être patient, il faut être conciliant, puis il faut y réfléchir de se dire je vais recommencer à la base. Moi, j'ai un ami que je vais éventuellement recevoir au balado qui est un gars qui, je veux dire, fait un podium à Bromont Ultra. Dom, c'est un solide coureur au Québec. Puis il y a eu une série de grosses blessures. Puis, à un moment donné, moi, j'ai ma mère sur le site qui me dit qu'il veut commencer à courir parce qu'elle fait plein d'autres sports. Puis là, elle me voit aller. Elle dit hey, ça a l'air le fun de courir, je vais m'y mettre. Ma mère, qui n'a jamais couru de sa vie plus que sur un terrain de tennis pendant un match, se met sur le programme de la clinique du coureur 5 km. Et Dom, un gars que je sais qui peut faire des semaines de 200 kilos par-dessus 200 kilos puis gagner des ultras, s'est remis sur le programme du 5 km. Dans la même semaine, les deux m'ont dit je me mets sur le 5 km de la clinique du coureur, un programme de marche-course. Puis c'est rough, mais là, je vois aujourd'hui Dom, 6 mois plus tard, qui s'est revenu à une vitesse beaucoup plus grande que s'il avait commencé. Puis je pense qu'on l'entend souvent, je l'avais entendu, je pense, au podcast Science of Ultra, que les muscles ont une mémoire. Puis si tu as été un athlète d'endurance à un moment dans ta vie, tu vas revenir peut-être un peu plus vite à un niveau comme ça que si quelqu'un qui commence de From Couch to 5K ou peu importe c'est quoi les programmes, les muscles ont une mémoire. As-tu senti ça, toi, que la progression, même si c'était difficile, était là, puis à un moment donné, la roue embarque, la roue tourne, puis tu retombes à un niveau intéressant? Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que mais là, ça fait plusieurs fois, là, comme je t'ai dit, que je reviens un peu dans la game. Là. Je suis débarquée de la game, puis je reviens. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, out of the blue, j'ai comme un déclic.
comme une journée, je vais courir, puis je me sens super bien, ou je vais courir avec un ami qui est beaucoup plus rapide que moi, puis là, tout d'un coup, ça va super bien, c'est moi qui pousse le pace, puis à partir de ce moment-là, je suis comme revenue la personne que j'étais. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas exactement qu'est-ce qui fait en sorte que j'arrive à ce moment-là, mais je sais que ça m'encourage toujours quand je suis justement, depuis 2017, là, quand je viens proche de revenir, je me dis à un moment donné, le déclic va arriver, puis ça va repartir, la machine va être repartie, puis on va être good to go. Ben, c'est bon, je veux dire, avec la série de blessures que tu m'as raconté, c'est beau de voir que tu es quand même positive là-dedans, puis tu es résiliente, puis tu te dis, bon, ben, je vais revenir, le déclic va arriver, puis c'est cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes next steps? Ou en ce moment, comment tu te sens physiquement par rapport à la course, par rapport au sport? En ce moment, je te dirais, je me sens quand même très bien. Je te dirais que le déclic, je l'ai senti il n'y a pas trop longtemps. Yes! Je suis quand même très contente. Je me sens vraiment bien. Je me sens de mieux en mieux. En fait, chaque semaine est vraiment... je vois beaucoup d'améliorations, autant de point de vue musculaire que cardio. Là. Je sens beaucoup mon cardio revenir, puis être beaucoup moins raqué après des longs efforts. Fait que pour être honnête avec toi, moi, je me suis vraiment mis comme objectif avant de me remettre sur n'importe quelle start line ou start list, de justement revenir à un point où je suis à 100% avec ma santé physique, là, vraiment. C'était super important pour moi de ne plus me réinscrire à une course puis d'avoir à écrire au directeur de course. Ça, c'est une chose qui m'a toujours crevé le cœur, là, de devoir écrire. Quand tu te fais inviter à une course puis tu lui écris j'ai cette blessure-là, je ne peux pas venir. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dur là, à travers ces années-là. Puis je m'étais dit que je ne me remettrais plus dans cette situation-là. Je veux vraiment reprendre le contrôle. Pour moi, en ce moment, ce qui est vraiment important, c'est que je puisse toujours répondre oui, comme j'ai dit tout à l'heure, là, quand j'ai des aventures qui me sont proposées ou si je peux pacer quelqu'un ou si je peux faire quoi que ce soit, je veux que la réponse soit toujours oui puis que j'ai pas une blessure qui vienne. Donc, c'est vraiment mon objectif premier en ce moment. Mais une fois que tout ça va être de retour, ce que je prévois qui va quand même être assez bientôt, là, j'aimerais ça me remettre en marche. Une chose est certaine, c'est que là, moi, j'ai quand même des responsabilités là, par rapport à mon travail en tant que guide paralympique. Donc, c'est sûr que ça se passe au mois d'août. Mais je regarde là, pour des courses au mois de novembre et décembre. Là. J'ai dans ma mire la course de Ultra Trail Cape Town au mois de novembre. Je pense que c'est quand même un bon retour. C'est au mois de novembre, ça me donne quand même assez de temps. C'est après les Paralympiques, donc c'est sûr que ça rentre dans ma ligne de temps. Donc ça, c'est une qui m'intéresse beaucoup pour cette année. J'avais la Transmartinique, en fait, qui était dans ma liste depuis longtemps, là, que je devais faire, mais que je n'ai jamais pu faire. Donc ça, c'est une qui m'intéresse. Donc, je parle pour cette année juste parce que le timeline serait quand même bon, novembre et décembre. Mais j'ai beaucoup de courses, là. Moi, mon défi premier, puis mon objectif premier en ce moment, c'est de penser long terme. J'essaie de penser le plus long terme possible. Puis, si c'est pas l'année 2021 qui va se passer pour moi, ça va être l'année 2022. Puis, c'est vraiment ce que je fais. J'ai beaucoup de courses que j'aimerais faire. J'aimerais me lancer aussi dans des courses de swim-run. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Puis, j'ai beaucoup de courses là, que j'aimerais refaire. J'aimerais beaucoup faire la Trans Rockies. J'aimerais faire le Coastal Challenge à Costa Rica. Donc, c'est toutes des choses comme je te dis, qui m'intéressent vraiment. Mais je veux vraiment m'assurer là, d'être à top shape avant de pouvoir me réinscrire à quoi que ce soit. Ben, je pense que c'est sage parce que on entend tous des histoires, puis on l'a toutes peut-être déjà fait tu sais, quand tu reviens d'une blessure, mais tu penses que tu le sais au fond de toi que tu ne l'es pas au top, mais tu te dis, je vais m'inscrire à une course, je vais avoir mon dossard, je vais être obligé de la faire. Fait qu'il y a un déclic qui va se faire, le mental va embarquer, puis c'est jamais une bonne idée. Ça ne devrait pas être la raison pour laquelle on s'inscrit à une course, mais on l'a tous déjà fait à un moment ou à un autre, puis ça n'a pas été une bonne idée, ou rarement c'est une bonne idée. Et je trouve ça sage. Puis est-ce que ces 3 années-là, un peu plus à l'écart de la compétition de dossard sur le gilet, puis on part, puis à plutôt t'entraîner, puis à prendre plaisir, comme tu disais, dans tes escapades de fin de semaine, de dire je pars à l'aventure et tout, est-ce que ça a un peu changé ton rapport aux courses organisées ou toutes ces fins de semaine-là d'expédition puis de sport sont aussi dans la lignée, dans la mire il y a des courses qui s'en viennent puis j'ai besoin d'aller me pousser puis compétitionner? Ouais, pas nécessairement, je te dirais que c'est pas... je trouve que les deux vont vraiment ensemble, puis pour moi, il n'y a pas de l'un ou l'autre. Je pense que, en fait, n'importe qui, mais surtout, je ne veux pas non plus mettre l'emphase là-dessus, mais
je trouve que les femmes, on a quand même une chance de pouvoir s'entraîner avec tu sais, toujours des gens qui sont plus vite que toi parce que tu vas toujours aller courir. Tu sais, si tu cours avec des hommes, des fois, ça va arriver, souvent, ça va arriver que les hommes, ils sont plus vite. Puis éventuellement, des fois, tu vas arriver comme au breaking point, toi, des fois, tu vas être plus vite que lui ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, ça m'est toujours arrivé dans mes étés, même dans les 3 ans, que, tu sais, on va courir des super longues aventures. Puis pour une raison X ou Y, tu sais, tout d'un coup, une journée, c'est moi qui se sens le mieux, tu sais, c'est moi qui pousse le pace, puis c'est moi qui lis la chose. Puis pour moi, ça, c'est autant plus stimulant que avoir une course avec un dossard. Tu sais, j'ai pas besoin nécessairement d'un dossard pour faire quoi que ce soit ou pour pousser mes limites. C'est sûr que j'adore ça, tu sais. L'autre chose avec moi aussi, c'est que j'ai tendance à m'entraîner vraiment comme avec un énorme volume, puis tu sais, toujours être à fond. Puis quand vient le temps de mettre le dossard, je slack complètement. Donc, mettons, la semaine avant, je fais pratiquement rien. J'arrive à la course, je suis fresh, puis tu sais, ça fait 3 mois que je me suis jamais sentie aussi fresh. Puis c'est vraiment un feeling qui est stimulant. Puis justement, tu pousses tes limites. Puis oui, je veux retourner faire ça. Mais pour moi, il n'y a pas de comme juste aventure, juste course. Pour moi, c'est vraiment une combinaison des deux. Puis quand je vais pouvoir remettre un dossard, c'est sûr que je vais vouloir arriver à la course aussi fraîche que possible pour donner mon 300%, mais j'ai pas de... pour moi, c'est toute la même chose. C'est intéressant de voir cette dualité-là ou cet équilibre entre les deux. Pas de dualité, il y a comme une opposition dans ce terme-là. C'est plus un équilibre entre justement ces aventures-là. Puis je pense que ça rend le truc le fun. On est dans un sport où, même dans une année sans aucune blessure, on ne va pas faire 22 événements de course ou très rares sont ceux qui le font. Fait qu'il faut prendre plaisir dans les entraînements, puis il faut y retirer quelque chose de plus que juste j'ai fait le nombre de kilomètres que je voulais faire. Il faut qu'il y ait du plaisir là-dedans. Puis je pense que plus je parle avec des gens, puis plus je cours avec des gens, puis je pense que c'est ça aussi qui fait l'esprit trail. C'est le fun qui vient avec. C'est que c'est une expérience complète. Il y a l'effort, mais il y a l'arrêt de char avant, puis l'arrêt café au McDo pour se rendre en montagne avant que le soleil se lève. Puis il y a la bière après l'événement ou le souper. On en parle avec nostalgie parce que ça fait longtemps. Mais là, on vient de tomber en zone orange ici. Fait que peut-être qu'il va y avoir des bières et des nachos post-course qui vont arriver bientôt. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait partie, je pense, de l'entraînement en soi, puis ça fait partie de l'expérience trail. Oui, exactement. Je veux dire, c'est tout ce qui va autour. Puis, tu sais, les grosses aventures, ils sont accompagnés de tout ce que tu viens de dire, mais les compétitions aussi. Donc, moi, c'est ce que j'adore. C'est que ce soit l'un ou l'autre, tu sais, je suis partante, puis je vais être là, puis je vais donner mon maximum dans un sens qui est juste différent. Si c'est une aventure, peut-être que je vais pas arriver complètement reposée, mais je vais arriver prête à compléter l'aventure, tu sais, puis c'est ce qu'on va faire. Ah, c'est cool. J'aime ça. Il y a un truc que je voulais faire avant qu'on termine. J'aime ça faire des liens entre mes invités parce que c'est une petite communauté, fait que tout le monde se connaît. Cet été, j'ai reçu Mathieu Blanchard suite à son record de GR A1 sur le sentier en Gaspésie. Tu faisais partie de son crew. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là, de ces journées-là, un peu off the grid, là, de ce que Nico de NAC me disait? C'était très profond dans le bois, puis avoir Mathieu pousser jour après jour. Qu'est-ce que tu en tires, toi, de cette expérience-là? Oui, c'est quand même une expérience qui est incroyable. Je te dirais, là, c'est vraiment une expérience qui, pour moi, est comme 100% humaine, là. Je trouve ça vraiment cool parce que, dans le fond, Mathieu a choisi un peu sa crew par rapport à ses propres critères, si on veut. Mais, tu sais, la chose qui nous a vraiment tous unis, c'est que on est tous des gens qui adorent vivre. T'sais, tout simplement, là, il a rempli une vanne de 4 personnes, si je peux dire, comme 4 joyeux lurons, là. En fait, c'est quand même intéressant parce que tu te retrouves dans comme moi, je me suis retrouvée dans une vanne avec 2 Français, Jay, Québécois, qui s'occupait de tout ce qui était film et tout. Mais on était vraiment juste ces 4 personnes qui avaient le même but. Dans le fond, c'était d'accompagner Mathieu dans son défi. Mais on avait toutes la même façon d'opérer dans le sens que, tu sais, s'il y avait moyen d'avoir du plaisir, on allait avoir du plaisir, mais le travail allait être fait. Il n'y avait aucun doute par rapport à ça. Mais ça nous a vraiment, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que, je les connaissais pas du tout, les 3 personnes. Nico, un peu quand même, là, à travers NAC, mais je le connaissais pas. Puis ça a donné comme 6 jours d'aventure dans une vanne en camping avec 3 autres personnes que tu te mets à clouer quelqu'un. On a tous le même objectif. Les fous rires qu'on a eu, les aventures qu'on a eues. C'était quand même assez incroyable, là, mettons, ce qui se passait parce que, nous, on avait notre propre journée, on avait notre propre aventure, puis on arrivait à la fin de la journée, puis on rencontrait Matt.
Puis à un point tel que, tu sais, des fois, c'était nous qui prenions la conversation parce qu'on voulait lui raconter tout ce qui nous était arrivé, tu sais. C'était vraiment, nos soupers étaient quand même très, très, très entertaining. Puis c'était vraiment, tu sais, faire le crew à quelqu'un, là, puis moi, c'est vraiment une chose que j'ai pu faire là, dans les 3 dernières années. Je pense que je suis rendue une crew professionnelle. Mais c'est vraiment une expérience humaine incroyable, là. Premièrement, tu tisses un lien quand même incroyable avec l'athlète l'athlète en soi que tu suis à travers son défi comme Mathieu ou une course ou quoi que ce soit, mais les gens qui t'accompagnent, là, c'est vraiment c'est incroyable. J'ai pas d'autre mot à dire que ça. Ben, comme tu dis, un coup, tu vis ta course à une autre manière, mais tu vis ta course pareil. Tu sais, c'est un trip vraiment, c'est différent, mais ouais, c'est un beau trip. Puis c'est cool de vous avoir suivi là-dedans. Vous suivez à travers ce que vous pouviez réussir à partager. Puis tout le monde, je pense, toute la communauté suivait Mathieu à travers son défi, mais il le suivait aussi à travers vous autres qui étaient là pour être la voix de Mathieu ou juste nous montrer ce qui se passait. Puis on a cru voir cette bande de joyeux lurons-là, mais là, je sais qu'il y a un documentaire qui se prépare, puis on a bien hâte de voir ça, de comprendre les derrière de ce record-là, la performance exceptionnelle, mais la performance humaine. Puis Mathieu, on en a parlé pendant 1 heure et demie de cette traversée-là, puis j'ai l'impression qu'il a parlé davantage de l'expérience humaine, de ce qui s'est passé entre vous autres comme équipe. Lui contre ce géant-là qui était ce sentier-là de 650 km, plus que l'expérience physique elle-même. Fait que c'était super intéressant. Puis c'est le fun de le vivre aussi à travers toi qui étais là pour le crewing. Oui, c'est drôle parce que après ça, dans les événements de trail qui ont suivi, là, il y a plein de gens qui disaient hey, c'est pas toi qui faisais la crew de Mathieu Blanchard. Je trouvais ça vraiment drôle parce que j'avais jamais eu autant de questions par rapport à cette semaine-là. C'est ça, c'était plus Marianne la coureuse, c'était Marianne la fille du crew de Mathieu. C'est vraiment, il y a des gens qui me regardaient, puis là, ils disaient attends un peu, je t'ai vu quelque part, toi. C'était vraiment le regard que j'avais là. C'est drôle. Avant de terminer, moi, comme d'habitude, j'ai mes questions avec Claire Nac, puis là, tu es comme un peu privilégiée parce que, comme moi, tu es ambassadrice NAC, fait que là, c'est les questions avec Claire Nac, l'épisode est présenté par NAC, fait que tu es dans ton élément, là, tu pars avec une longueur d'avance sur les autres. On va voir si tu vas réussir à battre le FKT féminin, qui tient quand même depuis 7 ou 8 épisodes. C'est Isabelle Morin, la nutritionniste, en 22 secondes. Il y a le FKT masculin en 25 secondes, mais on les dit même plus, ces FKT masculins-là, parce qu'en ce moment, le top 5 est féminin, c'est 22 secondes. Donc, je rappelle le principe, 10 questions rapides. Tu réponds le plus vite que tu peux, puis c'est vraiment juste pour le fun de répondre rapidement, voir sous pression quelles seront tes réponses. C'est bon. Tu me dis quand tu es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Été. Monter ou descendre la montagne? Descendre. Colorado ou Californie? Colorado. Question NAC, poudre protéinée, chocolat ou vanille? Vanille. Sentier roulant ou technique? Roulant. Nachos ou poutine? Nachos. Speed goat ou marathon du Mont-Blanc? Mont-Blanc. 50K ou 50 miles? 50 miles. Pacer ou pas de pacer? Pacer. 21 secondes. Yes! Et voilà! On a un nouveau record. 3 dernières années. Très, très fort. Écoute, à ta première tentative, comme sur tes 5 montagnes au Colorado, bam, direct le record. Pareil pour les questions éclairs. 21 secondes. Félicitations, Marianne. Merci. Tu as l'honneur que je vais comme te dire ton nom sans arrêt pour les prochains épisodes, puisque tant que le record ne sera pas battu, je le répète comme ça à chaque épisode. Donc, voilà, ton nom sera dans chaque épisode. J'ai hâte d'écouter des épisodes. Je les écoute de toute façon, mais ça me donne une petite motivation de plus. Ben oui, c'est ça exactement. Voir si mes prochains invités vont venir te chercher ton record. Je tiens à le dire, pour le prochain épisode, ça ne sera pas un record féminin qui va pouvoir être battu parce que j'en suis un homme. Donc, c'est un coureur de Boulder. Fait que là, il y a comme un lien, le fun, qui s'est comme fait vraiment par hasard. Mais je le dis comme ça, je le tease. D'habitude, je ne nomme pas trop l'épisode, mais là, c'est quand même un petit comment dire, c'est un petit rêve que je réalise parce que j'ai reçu quelqu'un qui, dès la première fois que j'ai lu le livre de Pat Godin, qui, moi, a comme été mon inspiration à me lancer là-dedans, il parlait de 2 gars, Anton Krupicka et Joe Grant, comme étant son inspiration à lui. Puis là, tu te mets à suivre ça sur Instagram. Je connaissais fuck all à la trail. Puis là, tu découvres ces gars-là, puis tu fais OK, wow, c'est cool. Et la semaine prochaine, je reçois Joe Grant, qui est un coureur qui a plein de podiums, plein de succès dans le trail, mais qui est surtout connu pour, je pense, son approche du sport, sa philosophie du sport. Puis depuis
5 ans, je ne suis pas sûr qu'il a mis un dossard. Aussi, il l'a fait, c'était pour le fun. Il est vraiment dans des expéditions longues, puis un peu un précurseur de tout ce qui se passe en ce moment, des gens qui se rendent compte qu'on a-tu besoin de faire des courses pour avoir du fun? Pas nécessairement. Il y a des belles expéditions qui se peuvent. Donc, la semaine prochaine, ce sera Joe Grant. Donc, c'est le lien entre mes deux invités, Marianne et Boulder, et Joe Grant qui vivait à Boulder pendant un bon temps. As-tu déjà couru avec lui au Colorado? Oui. Des fois, il venait là, avec le groupe, mais c'est sûr qu'il pourrait pas me reconnaître ou quoi que ce soit. Là. Mais il est parti le Adventure Lodge, je crois, à Boulder. Puis j'y suis allée plusieurs fois, puis il était là. Puis c'est vraiment un athlète extraordinaire, là, mais surtout vraiment très sympathique. Puis c'est bien qu'il parle le français également. Là. Je pense que c'est un atout pour ton podcast, certainement. Ben, c'est ça. J'aurais pas de problème à faire des entrevues en anglais, mais on dirait que je veux comme le garder. Tu sais, c'est un podcast québécois de trail. J'ai eu du fun à recevoir quelques fois des athlètes internationaux, mais là, c'était comme une opportunité en or de dire, hey, il parle français. Ouais, puis ceux qui connaissent pas le nom de Joe Grant, vous avez une semaine pour aller lire ce qu'il fait parce que ça va mettre la table pour la belle discussion. Mais aujourd'hui, la belle discussion est avec toi, Marianne. Puis merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment cool. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Où les gens peuvent te suivre pour te suivre dans tes aventures et éventuellement dans tes futurs succès de trail? Bonne question. Je suis principalement sur Instagram. Nouvelle addition, là, je vais peut-être m'ajouter sur l'équipe. Enfin, je vais probablement m'ajouter sur l'équipe Cross là, avec une nouvelle monde. Donc, peut-être que petit à petit, on va me voir plus sur Strava. Je ne sais pas à quoi ça va regarder, mais c'est sûr que j'ai un compte là-dessus. Mais sinon, c'est principalement sur Instagram et Facebook. Donc, cool. Donc toi, tu ne mets pas tes courses ou tes entraînements sur Strava? Non, je ne les mets pas, mais juste parce que je suis vraiment quelqu'un qui est plus feeling. Mais petit à petit, avec le monde de triathlon, je suis comme retournée un peu dans... C'est le fun un peu de voir juste la vitesse à laquelle tu as monté une montagne une journée, puis la vitesse à laquelle tu l'as monté l'autre journée. Je pense que c'est ce qui m'a poussée à vouloir retourner là-dedans juste pour me comparer moi-même, pas nécessairement avec les autres, mais juste voir un peu mes propres améliorations, puis quand le déclic se fait, justement. Très cool. Bon, ben, on va te suivre cette année pour tes Jeux olympiques. On le souhaite que les Jeux olympiques 2021 aient lieu. Ce serait vraiment cool. Je pense que c'est une belle expérience qui t'attend si tout ça a lieu avec ton athlète en paralympique. C'est cool. Puis on va te souhaiter une année sans blessure, puis des expéditions, du gros fun dans les sentiers, pas de bobos, puis ben des bières d'après-course. Merci. Je souhaite pouvoir en partager une avec toi bientôt. Excellent. Dès qu'on a un événement, si tu es là, je suis là. On cheers à la ligne d'arrivée. Ça fera longtemps que tu es arrivé. Moi, j'arriverai plus tard, mais on prendra une bière. Merci, Marianne. Puis, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie mon ami Fred Desroches. Puis, je remercie tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. On est mercredi aujourd'hui à l'enregistrement. Moi, c'est ma journée tripante où je lance l'épisode puis je vois les gens répondre. Je reçois plein de messages. Fait que c'est toujours trippant. Puis, j'aime ça quand les gens me disent « Hey, je connaissais pas telle personne. J'ai vraiment découvert quelqu'un de le fun. » Puis, je pense que c'est ça le but, là, c'est de mettre des gens inspirants de l'avant, puis de rendre une belle philosophie de course, puis une approche du sport qui est super intéressante. Fait que merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Donc, à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.